Chapitre 10, où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 miles carrés sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale, et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise, proprement dite, ne compte qu'une superficie de 700 000 miles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipais, la célèbre Compagnie des Indes, elle s'annexait peu à peu les diverses provinces achetées au Raja au prix de rente qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés, civils ou militaires, mais maintenant elle n'existe plus, et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi l'aspect, les mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tendent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange, et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, met Bombay à 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde, fut toute puissante. La distance, à vol d'oiseau, n'est que de 1000 à 1100 miles, et des trains animés d'une vitesse moyenne seulement n'emploieraient pas 3 jours à le franchir, mais cette distance est accrue d'un tiers, au moins, par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad, dans le nord de la péninsule. Voici, en somme, le tracé à grands points du Great Indian Peninsula. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Tana, franchit la chaîne des Ghats occidentales, court au nord-est jusqu'à Burhanpur, sillonne le territoire à peu près indépendant du Bundelkund, s'élève jusqu'à Allahabad, s'infléchit vers l'est, rencontre le Gange à Bénarès, s'en écarte légèrement et redescendant au sud-est par Burdivan et la ville française de Chandernagore, il fait tête de ligne à Calcutta. C'était à 4h30 du soir que les passagers du Mongolia avaient débarqué à Bombay et le train de Calcutta partait à 8h précises. Mr. Fogg prit donc congé de ses partenaires, quitta le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes affaires, lui recommanda expressément de se trouver avant 8h à la gare, et de son pas régulier qui battait la seconde comme la pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir, ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la splendide pagode de Malebar Hill ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Éléphanta, ni ses mystérieuses hypogées cachées au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhéry de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine giblotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la giblotte et la goûta consciencieusement, mais en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, c'est du lapin, cela ?» « Oui, milord, répondit effrontément le drôle, du lapin des jungles. »« Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué ?»« Miaulé ? Oh, milord, un lapin, je vous jure !»« Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement Phileas Fogg, ne jurez pas, et rappelez-vous ceci. Autrefois, dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, milord ? Et peut-être aussi pour les voyageurs.